Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Dans l'épisode du jour, j'ai la joie, l'honneur et le privilège d'accueillir Veneta, qui est associée dans un cabinet d'architectes, également professeur d'architecture. Elle va nous parler de son travail et notamment de comment elle accompagne les investisseurs qui souhaitent faire de la promotion, de la division, des extensions, de la rénovation. Elle peut vraiment, fournir toute une palette de services qui va du trouver le terrain jusqu'à, même la structure légale, du projet, donc super intéressant. J'ai appris plein, 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 plein de choses. J'espère que pour vous, ce sera de même. Veneta, elle m'a dit que si on souhaitait, on pouvait faire une partie 2 de l'épisode. Si vous aviez des questions, donc par rapport au sujet dont on va parler dans cet épisode, ou alors si vous avez des questions sur d'autres sujets qui concernent l'architecture, Veneta, elle pourra y répondre avec plaisir. Donc vous m'envoyez un message, donc soit sur Instagram, bye bye patron avec un underscore entre chaque mot, ou alors sur, j'ai un email maintenant info@byebyepatron.net avec bye bye patron en un mot. Ou sinon, vous allez sur le lien dans la description ou sur mon site www.byebyepatron.net. Sur mon site, j'ai mis à disposition une checklist avec c'est une checklist et to-do list de visite, donc c'est tous les éléments que je regarde et dont il faut tenir compte quand je fais une visite et que vous pourrez utiliser. C'est aussi, je vous ai mis quelques prix indicatifs pour des travaux, comme ça vous arrivez tout de suite à chiffrer un peu la rentabilité du projet, combien il va vous coûter. Donc pour la télécharger, vous allez sur mon site. Si c'est sur un ordinateur, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre et vous pourrez télécharger. Si vous êtes sur un téléphone, c'est en bas, il y a une petite icône télécharger la checklist. Vous cliquez et et voilà, c'est parti, vous avez votre checklist gratuitement. Avant de démarrer, merci à The Brett et Lucas pour leurs commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à les imiter, à partager, à commenter, à me faire des retours. Et on est parti avec l'épisode du jour. On se retrouve avec Veneta. Bonne écoute à tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de la semaine. Pour cette semaine, j'ai stoppé mon après-midi piscine, heureusement que vous ne me voyez pas, pour faire l'interview de Veneta. Veneta, elle est architecte d'intérieur, elle s'occupe de décoration également, donc elle va nous présenter son parcours et son activité à présent, donc soit pour les investisseurs et elle travaille aussi pour des marques ou des magasins. Donc salut Veneta. Bonjour Thibaut, bonjour à tout le monde, ravi d'être là et désolée d'avoir gâché ton dimanche aussi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, hein. Mon bronzage, de toute façon, là, pour cette année, c'est foutu. Mais faut pas tenir compte de mon look du moment. Ok, super. Bah, du coup, Veneta, si tu pouvais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Veneta Vladimirova, je suis cofondatrice, co-associée de la société d'architecture V&A, qui est aujourd'hui fondée à Paris. Et depuis un mois, nous avons également ouvert une agence à Nantes. Donc, on fait tout de l'architecture, architecture d'intérieur, du design global. Donc, on est assez polyvalent. Et pour décrire un peu plus mon parcours, donc moi, je suis bulgare. Je travaille principalement avec des Français, un associé, mais à l'agence, on est aussi un petit peu de partout. Donc, quasiment pas de français. On est vraiment très très international. On adore les différentes cultures, intégrer les différents savoir-faire, piocher un petit peu justement des différences qu'on peut avoir un et l'autre pour en créer l'architecture encore plus riche et unique. C'est pour ça, je pense que le fait que moi je ne suis pas française est un déclencheur aussi quelque part dans notre idéologie en tant qu'agence d'architecture aujourd'hui. Ça fait 14 ans que je suis à Paris. J'ai fait mes études à La Villette. Donc du coup, j'exerce ici et je connais principalement comment ça se passe en France et à travers du coup tous nos collaborateurs, je connais aussi un petit peu de droite à gauche comment ça se passe. Notre objectif, c'est d'aller vraiment à l'international un jour et se développer un peu partout. On commence par la France, mais on veut aller ailleurs.
On aide aujourd'hui beaucoup d'investisseurs du coup bulgares aussi qui investissent ici en France, puisque même si on a un peu du mal à y croire, hein, c'est très intéressant en fait au niveau fiscal. Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait les investisseurs bulgares? C'est des biens, une certaine typologie de biens ou Alors un peu c'est la petite le... promotion, souvent la petite construction ou alors la transformation des biens, mais vraiment des immeubles de rapport. Donc on n'est pas du tout dans les petites affaires d'appartements. On est souvent sur soit un petit immeuble, soit un terrain à bâtir sur lequel nous on fait le projet, on le développe, on organise absolument tout le projet puisque eux ils restent en Bulgarie et nous on s'occupe de tout ce qui est projet, côté juridique, création de société, gestion de la SCI ou la SCV en fonction du projet. Et puis eux derrière récupèrent les, euh, les bénéfices de la Le fin du bien projet. fini. Donc c'est tout bénéfice Après. pour eux parce qu'ils ont quelqu'un sur place qui gère. Et ça c'est pas vraiment le même cas pour les architectes en Bulgarie. En tout cas ce que j'ai pu remarquer là-bas, ils s'occupent pas forcément de la même façon d'un projet. Donc pour les investisseurs, pour le coup de l'Europe de l'Est, c'est très arrangeant de travailler avec nous. C'est un territoire qui plaît, hein, forcément, c'est pas qu'une question d'argent, mais c'est aussi une question d'image. Avoir des projets en France, c'est quelque chose qui est euh, pour eux très prestigieux aussi. Forcément, hein, je veux bien le croire. Et c'est vrai que j'ai un ami là qui construit, j'ai un ami bulgare, il construit en ce moment un appartement, enfin, il fait construire à Sofia là, et puis c'est un peu compliqué, ça a pris pas mal de retard là, 1 an de retard, il m'a raconté, et puis tu dois obtenir une sorte de, je sais pas, c'est comme un peu un laissez-passer ou un certificat de, comme quoi l'immeuble c'est bon, tu peux le mettre en location et tout ça, et visiblement Mais ça, c'est pas évident, mais c'est après, un processus qui peut. à vrai dire, plus compliqué qu'à la France, il y a Hum, pas souvent, hein. Donc ici, déjà, côté administratif, c'est déjà bien, bien complexe. Alors la Bulgarie, c'est juste différent. Mais surtout, cette manque un petit peu de gestion dans l'ensemble de la part des architectes, je trouve ça un peu dommage. Et c'est ça, à mon avis, qui fait qu'un projet un peu plus long, un peu moins abouti. Mais peut-être j'ai tort et c'est pas vraiment tous les architectes, mais en tout cas par rapport à ce que j'ai comme observation récente. Après, visiblement, ce que vous faites, c'est aussi un peu singulier en France. C'est pas tous les architectes qui font. Là, tu dis que vous faites carrément en fait le légal aussi, la création de la société. Le terrain, c'est les investisseurs qui le trouvent ou c'est vous qui le cherchez C'est également? nous qui on cherche le terrain. Ouais, vous faites Ouais, on vraiment peut. tout le package, quoi. C'est pas n'importe qui fait ça, je Oui, pense. mais C'est aujourd'hui, clair. avec la concurrence dans notre métier aussi, nous, on a besoin déjà de se distinguer des autres. Et de cette façon aussi, on crée nos projets. En fait, on crée la demande. Et on est jeune agence, on a 5 ans. Donc, si c'est pas à nous d'aller vers l'avant et chercher et avancer, en fait, il y a personne qui te donne des projets. Qui le fera pour C'est vous, ouais. ça. Ouais. Ok, super. Et du coup, ben, tu peux peut-être comment vous opérez en fait. Admettons que je sois un investisseur et que je vous appelle, je dis voilà, est-ce que tu pourrais me trouver un terrain? Euh, comment vous faites concrètement, par exemple, pour trouver le terrain, Oui. c'est en région parisienne seulement et à Nantes ou vous faites ça un peu partout en France On du fait coup? partout en France, effectivement, à Île-de-France et côté ouest, avec un centre Nantes. On a beaucoup de projets, donc on a décidé de s'implanter ces deux endroits, mais ça va suivre un peu partout. Alors comment ça se passe? Souvent, ça se passe à travers une relation à long terme. En fait, moi, je cherche des partenaires souvent à qui je peux faire confiance, avec qui je sais que je peux avancer certains travaux. Je peux aussi offrir beaucoup plus mon temps et vraiment m'investir dans la recherche des biens, dans la recherche de projets, pour que derrière, je peux proposer un certain terrain, un permis ou mon travail, en tout cas, à quelqu'un de très précis. J'ai plusieurs partenaires et à chaque fois, j'essaie d'étudier leurs besoins, leurs envies, là où ils veulent aller, leur stratégie, en tout cas de développement, qui me permet à moi, en trouvant un terrain, à me dire tout de suite, ah voilà, ce projet-là, il peut convenir à tel ou à tel investisseur. Donc moi, j'étudie mes partenaires et je cherche des relations vraiment à long terme
où je sais que mon travail reste confidentiel. Je sais, pareil pour les personnes qui travaillent avec moi, ils savent que toute information qui vient vers moi, ça reste confidentiel jusqu'au moment où on peut communiquer dessus. Donc le réseau, effectivement, c'est long à créer, hein. Chercher des terrains, chercher des biens, c'est quelque chose qui est plus compliqué, je trouve, dans mon métier, déjà dans le monde de l'investissement. Donc chercher du terrain, c'est un long travail de tissage de relations et de personnes. Je travaille avec plusieurs agences qui sont installées partout en France, avec qui du coup j'ai la possibilité d'avoir en exclusivité certains terrains ou immeubles. Donc sur des appartements, c'est possible aussi, mais pour le moment, je me suis pas forcément penchée dessus. Souvent, c'est pour des plus gros projets. Et puis le bouche à oreille, hein, ça c'est sûr que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, ou beaucoup d'anciens clients, ou beaucoup de nouveaux clients même qui me disent, en fait, moi je connais quelqu'un qui a des terrains, ou alors je connais quelqu'un qui a beaucoup de biens, qui essaye de les vendre. Donc de telle façon, en fait, petit à petit, on crée un carnet d'adresses, on crée un carnet de personnes qui sont susceptibles, du coup, de nous communiquer certaines informations. Et puis, à moi derrière, de les trier, de voir déjà si ça vaut le coup, si c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Si j'ai un terrain, alors qu'est-ce que je peux construire dessus? Combien de mètres carrés? À combien au niveau du prix environ? Parce que le prix, il change et il évolue en fonction de la région. Donc, c'est pas du tout la même chose quand on construit en Île-de-France ou quand on construit même à l'ouest. Ne serait-ce qu'au sud, c'est complètement autre chose. Donc, j'étudie un petit peu tous les paramètres, côté social aussi. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Est-ce que c'est une ville qui se développe bien? Est-ce qu'économiquement, c'est intéressant d'investir dans cette ville? Parce que c'est vrai que même si sur un terrain, on peut dire oui, on fait un petit immeuble, on fait, je sais pas, 10 appartements, comme ça a l'air top. Mais si on a construit à 2000 euros le mètre carré et que derrière on revend à 2002, clairement, ça vaut pas le coup. Donc peut-être que le plus Ok, intéressant, c'est de faire une grosse villa, voilà, qui va se vendre beaucoup plus à cet endroit-là. Cette stratégie, en fait, elle est ok, importante et s'intègre dans un projet d'ensemble. Et sans cette stratégie-là, l'investissement n'a aucun sens. Ça sert à rien, juste. c'est ça. Je pense qu'effectivement, il faut tout le temps, quoi qu'on fasse, en fait, il faut tout le temps déjà réfléchir à ce qu'on va en faire, quoi, et à la vente et Oui. au montant de. Je pense au standing aussi bah, justement les finitions et tout ça. C'est vrai que là où le mètre carré il est cher, tu peux un peu peut-être mettre des matériaux plus nobles, du marbre, ou faire des trucs. Là où dans d'autres villes, ça n'a pas forcément, je pense, Tout à fait. d'intérêt Tout économique. à fait, effectivement. Et ça, c'est une question que je me posais. Est-ce que partout en France, tu dirais, ou en tout cas de ta connaissance, ça coûte à peu près la même chose de construire, on va dire, à prestation équivalente? Mmh, Parce qu'on sait que les prix, ils sont très variables d'un endroit à l'autre. Tu peux aller de 1000 euros le mètre carré à 10-15 000. Et je me posais la question si voilà, le coût au mètre carré pour des prestations équivalentes, il est semblable ou pas. je dirais qu'il est plutôt différent et heureusement parce que sinon il y a des endroits où on n'arriverait pas du tout à construire. Mais effectivement, ce que je peux dire le plus cher, hein, c'est Île-de-France, ça c'est certain. Ça dépend également, il y a certaines villes euh, du sud, par exemple, ou certaines villes à bord de l'océan où on a vraiment un univers particulier. Oui, on peut dire que là-bas aussi les prix sont assez élevés. Mais globalement, ça va varier, ça va varier. Et à un certain endroit, on peut avoir Et les matériaux des aussi? matériaux aussi, effectivement. Donc, quand on va construire au sud, Hmm. on va peut-être réfléchir plus à la pierre, les matériaux un peu plus naturels. Donc, on va vers le nord. Là, on a plus l'accès à la brique. Donc, on va toujours s'accorder avec ce qui se fait à côté, la région, les sources naturelles. Moi, je suis pas le type d'architecte qui va chercher de l'exotisme des pays très très loin et importer des matériaux qui pour moi n'ont aucun sens dans un autre environnement que chez eux. Donc je vais me concentrer localement de ce que je trouve sur place. Et c'est ça aussi qui va créer une certaine économie de la construction. Il faut aussi chercher des entreprises qui sont plutôt locales, qui
elles aussi, elles savent nous orienter vers les matériaux qu'elles retrouvent dans le coin, qui sont un peu moins chers, qui ont une meilleure qualité, qui savent travailler avec, hein, parce qu'une entreprise aussi, il faut, quand on va la choisir, on doit s'assurer qu'elle sait travailler avec le matériau qu'on a choisi. C'est complètement ridicule de faire travailler, par exemple, une entreprise qui est spécialisée dans le bois et lui faire faire de la pierre. Dans ce cas-là, effectivement, le coût, il va Mm. tripler même, parce que eux, ils seront obligés de se mettre. Ouais, et après, ce sera pas forcément aussi bien fini. Et je pense que c'est un peu pareil avec tout ce qui est là. Maintenant, les économies d'énergie et tout ça, faut savoir poser je veux dire, si tu poses des fenêtres en triple vitrage, ben, faut savoir les poser, quoi. Si ça fuit tout autour, ça sert à rien de mettre Effectivement. une fenêtre ou des choses comme ça. Je sais que moi, j'ai déjà vu aussi c'est assez courant dans le Nord d'avoir des rampes de garage qui sont chauffantes. Et si ça, c'est mal réglé, eh ben, enfin, il y a plein de gens qui savent les poser, mais il y a personne qui sait les régler. Du coup, si ça chauffe l'extérieur quand il fait 5 degrés, Effectivement. euh, Mais ça sert à rien, c'est je toute pense. une logique Ouais. à long terme. C'est pas juste une question de la pause, comme tu dis, ou même que du réglage. Si dans l'ensemble c'est mal fait, au final, ça sert pas à grand-chose. Et pour les fenêtres, Mm. tu fais bien de le dire parce qu'au final, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent, tiens, moi, pour bien isoler ma maison, bah, je vais mettre un triple vitrage, comme ça, je vais avoir chaud. Le confort d'été et le confort d'hiver, au final, il est très différent dans les régions différentes. C'est pas la même chose quand on va construire au sud que quand on va construire au nord. Et c'est pour ça aussi que c'est important de réfléchir localement. Ça, c'est aussi pour moi un des facteurs qui vont instaurer une certaine économie dans le projet également. Donc c'est pas qu'une question de coût sur place. Quels sont les prix qu'on pratique sur place? Parce qu'au final, ça varie et ça dépend énormément de la réflexion sur le projet dès la phase de la faisabilité. C'est là où on va au final pouvoir aussi gérer cette économie qui commence à cet endroit-là. Hein. Ça commence pas quand on commence le chantier, ça commence bien avant l'économie. Ok, super. Et du coup, bah, j'avais plein de questions, on va essayer de les prendre un peu dans l'ordre. Et donc, toi, tu trouves le terrain, après, tu fais appel donc, aux prestataires. Et bah, je suppose, tu penses aussi tout de suite à les gens quand ils t'appellent, c'est plutôt pour faire de l'achat-revente ou c'est plutôt pour mettre en location après? Achat-revente surtout, la location aussi. J'ai aussi des clients qui cherchent à créer du patrimoine. Et souvent, par exemple, des marchands de biens, ils sont dans cet objectif-là. Ils vont chercher un bien, soit ils vont vendre une partie du projet et l'autre, ils vont la garder en patrimoine. Ça dépend. Là, récemment, depuis, je peux dire, Covid, le confinement, etc., il y a beaucoup de gens qui se sont orientés vers l'investissement en immobilier et surtout pour des projets de location derrière. Je fais beaucoup, pas mal en ce Ok. moment, mais pour le coup, on va chercher beaucoup à rénover. On est dans la rénovation et ça, c'est intéressant. Je trouve que il y a vraiment de quoi faire dans les villes et la construction, c'est bien, mais il faut aussi savoir exploiter ce qu'on a déjà. Donc, moi, Ok. j'aime beaucoup ce genre. Et du coup, si juste on va essayer pour l'achat-revente, tu pourrais nous donner un peu je sais pas, des chiffres peut-être approximatifs, mais d'une opération classique. Je sais pas, tu achètes un terrain, je dis une bêtise, 1 000 € le mètre carré, tu construis à 2 000, tu revends à 4 000. C'est quoi à peu près les chiffres qu'on peut espérer quand on fait ce genre d'opération? Voilà, peut-être construire un petit immeuble pour le revendre. Oui. C'est quoi l'ordre de grandeur? Alors, c'est vraiment là ce que tu me demandes, c'est compliqué parce que c'est tout un bilan financier qu'il va falloir créer. Donc, c'est des tableaux souvent sous la forme d'Excel où on va remplir et c'est pas juste une ou deux cases, c'est pas juste le prix de terrain, le prix de Bien sûr. construction, les ventes et puis ça y est, j'en fais un super plus-value et je suis le roi du pétrole. C'est pas du tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. C'est pas si simple, Ah, sinon tout le mais monde le ferait. c'est Ouais, vraiment, j'insiste dessus parce qu'il y a énormément de gens qui viennent me voir avec justement en faisant cette erreur-là et c'est très compliqué à leur expliquer qu'une opération, déjà c'est long, c'est pas d'une opération qu'on va gagner de l'argent et qu'on va être riche. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment si on commence à le faire, c'est à long terme et petit à petit on arrive à faire des plus grosses opérations.
Donc, il faut savoir qu'une opération, c'est fortement lié aussi au crédit qu'on peut avoir, donc à l'investissement qu'on peut avoir. C'est pas juste, ça y est, j'ai la possibilité de faire une vingtaine d'appartements, c'est super. Oui, mais si la personne pour les financer, on fait comment? Donc, c'est pour ça aussi il faut prendre plusieurs paramètres dans l'ensemble et réfléchir vraiment pour l'opération à long terme. Ça, c'est un petit peu le début de la promotion immobilière, ça, ce type d'investissement finalement. Après, être Mmh. promoteur, il y a des avantages vraiment qui sont à ne pas négliger, comme du coup la vente à un VFA, futur état Mmh. pardon. En état futur Oui, d'achèvement. tout à fait. Donc du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le projet, il est financé étape par étape et la construction, elle est clairement financée par l'achat qui est déjà fait avant la phase chantier. Donc, il y a énormément de choses positives le long qu'on avance dans notre carrière en tant qu'investisseur. Et cette relation qu'on tisse avec notre architecte, et ça, je conseille tous les investisseurs de vraiment tisser une relation avec votre architecte parce que c'est que comme ça que les choses passent rapidement et de confiance. Et ne serait-ce qu'avec un coup d'appel, on peut avoir pas mal d'informations au final. Donc, juste pour faire un petit retour sur quand moi je trouve le terrain, mais donc je fais tout un dossier de faisabilité dans lequel on voit ce qu'on peut faire au niveau des mètres carrés, vraiment les capacités maximales. Donc, on est selon le PLU, le plan local d'urbanisme, mais attention, un plan local d'urbanisme n'est pas forcément la réalité. Une mairie peut tout à fait me dire, nous, on n'a pas tout à fait le but de optimiser le PLU, c'est-à-dire le PLU, si c'est des valeurs à 100%, nous, on va pratiquer plutôt 60, 70. Donc finalement, ma faisabilité, c'est une maximale, mais qui sert à rien finalement. On peut pas faire ça. Donc chaque mairie va nous dire, ok, oui, vous pouvez selon le PLU aller jusqu'à 11 mètres, mais nous, on veut que vous descendez à 9 mètres. Donc là, on peut pas forcément faire grand-chose. D'où l'intérêt que l'architecte soit aussi local, qu'il connaisse les mairies, qu'il connaisse le PLU, qu'il a déjà fait quelque chose dans la ville. Et là, le projet, la faisabilité sera déjà beaucoup plus réelle que si l'architecte n'a jamais rien fait. Si j'ai pas travaillé dans la ville, je vais faire toute une recherche, je vais appeler la mairie, je vais essayer de comprendre quels sont les objectifs de la ville. Donc c'est tout un dossier qui va permettre du coup à mon client de pouvoir se projeter au plus réel possible dans une future construction ou rénovation, extension, surélévation, n'importe ce qu'on peut faire sur un terrain ou sur un bien qu'il peut acheter. Donc d'où vient aussi cette Tout ça, c'est avant, on est d'accord, c'est avant la signature de l'achat du Oui, terrain, tout à c'est fait, tout fait? à fait. C'est selon cette faisabilité que lui il peut signer une promesse. La promesse, du coup, elle serait souvent, en Mmh. tout cas ce que je conseille à mes clients, c'est de faire des clauses. Donc, se mettre une clause, par exemple la surface que moi j'ai trouvée. Si il a moins que cette surface, bah du coup, il va y avoir une renégociation. Également, les délais, par exemple, on peut déjà déposer un permis de construire ou une déclaration préalable pour voir si la mairie elle sera d'accord pour faire ce projet-là. En cas d'obtention d'autorisation, l'achat peut se faire. En cas de refus, il n'y a pas forcément d'achat derrière. Donc ça protège pas mal l'investisseur de faire une bêtise et de se dire ah, ça y est, ici j'ai un super affaire, un terrain où je peux faire à mon goût 10 maisons et ça y est, ça va être génial, sauf que imaginons le terrain, il se trouve dans une zone d'inondation, donc on peut rien faire au rez-de-chaussée, mais la mairie elle nous oblige de faire qu'un R plus 1, donc on peut utiliser qu'un seul niveau, donc c'est pas la même chose que si on pouvait faire 10 maisons sur 2 niveaux. Ce genre de stratégie, OK, c'est vraiment le premier pas. super. C'est la première surface qu'on va intégrer dans un bilan. Après, effectivement, on va appliquer le prix de la vente du terrain, on va appliquer un ratio de la construction du prix au mètre carré qui va du coup être adapté par rapport au lieu, surtout, le type de construction, type de projet. Donc c'est pas la même chose quand on construit une maison, c'est pas la même chose que quand on va faire un immeuble. Le prix n'est pas le même, même si on construit avec les mêmes matériaux. Le fait qu'il a moins de surface, moins de matériaux, forcément le prix il est un peu plus élevé. Donc il faut aussi se faire ce ratio là. C'est un peu
Quand pareil, quand on fait un achat chez un grossiste. Donc, voilà, le prix, il est un peu moins élevé parce qu'on achète beaucoup. C'est pareil dans la construction. C'est pour ça que Donc les appartements sont moins chers au prix du mètre carré, au mètre oui, carré, disons que c'est ça, ça? c'est plus cher de faire une maison que de faire 2 ou 3 appartements. Ça, c'est, et puis surtout, quand on OK. fait une maison, souvent, euh, soit c'est pour le client indirect, donc lui, il a beaucoup d'exigences. Voilà, c'est toujours pas la même chose hein, quand on fait un projet pour la personne ou destiné pour la revente, pour la location. Souvent, le projet n'est pas le même parce que soit on a beaucoup d'exigences, on a vraiment un projet très personnalisé pour celui qui veut y habiter, enfin vraiment sur mesure. Ou bien, quand on va être sur un projet qui est destiné à la location ou à la revente, on est sur des mesures plutôt standards, sur quelque chose qui est plutôt déjà surtout un APMR, tout ce qui est adapté personnes à mobilité réduite. Donc, on va avoir quelque chose d'un peu plus simple, je peux dire comme ça, au niveau de l'architecture, de la géométrie. On va partir sur quelque chose de vraiment standard qui obéit à toutes les normes qu'on a aujourd'hui. D'où le prix n'est pas le même. OK, super. OK. Et après, une fois que tu as fait tes calculs, comment tu décides si tu y vas ou pas? Alors souvent, moi, Je suppose qu'il y je a fais un prix bilan hein, de ma part en ce qui me concerne, mais ça, c'est surtout le travail de l'investisseur, hein, avoir un tableau dans lequel, petit à petit, avec son expérience, il commence à intégrer des éléments, des coûts, des entrées d'argent, un petit peu des étapes. C'est pour moi non seulement un bilan financier, mais également un calendrier. Donc, il faut savoir que le temps, c'est un facteur tout autant important que l'argent. Parce que si on arrive à gagner, je sais pas, disons 1 million pour un mois, c'est pas la même chose que si on gagne 1 million pour 2 ans de travail. Donc finalement, Mmh. parfois, Forcément. on va aussi chercher à faire un projet le plus rapidement possible, le plus facile à réaliser, plus rapide, plus peut-être plutôt partir sur une rénovation d'un bien existant que démolition plus reconstruction. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que le bilan il va tourner à chaque fois d'une façon différente. Mais il faut pas oublier que du coup, il y a aussi toutes les bureaux d'études qui rentrent dans un projet. Donc ça aussi, c'est des frais qu'il faut prévoir. Et souvent, c'est des frais qu'il faut sortir avant d'avoir le permis. Tout ce qui est OK. l'architecte et donc le permis, il faut le payer avant de le déposer. Il y a aussi tout ce qui est notes techniques au niveau par exemple, les études de thermique, ça c'est quelque chose qui est obligatoire pour un dépôt de permis et donc il faut payer le bureau d'études. Et tout ça, donc, c'est pas forcément financé par le crédit. Si on obtient le crédit qu'une fois qu'on a notre autorisation administrative, il faut prévoir qu'il faut déjà commencer avec une certaine trésorerie avant de se lancer dans un projet qui sera peut-être Mmh. perdu. Sachant qu'il y a des risques qui se fassent pas. Tu peux dépenser l'argent et Ouais. puis le projet, il se fait quand même pas. Tout à fait. Le risque, il Ouais. peut être qu'au final, on n'a pas notre permis. La ville, elle veut qu'il se passe rien à cet endroit-là, ou pas du tout ce que nous, on souhaite, ou ce qu'il nous faut pour que le bilan tourne, pour qu'il y ait assez, du coup, de retour sur l'investissement. Parfois, juste ce que veut la ville, ça ne convient pas, et clairement, ça vaut pas du tout l'investissement. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve parfois avec des terrains qui ont l'air tellement intéressants, mais finalement, vides. Toujours rien fait dessus, parce qu'au final, Mmh. c'est difficile de construire dessus ou faire ce qu'il faut pour que ça soit rentable. C'est pour ça que c'est intéressant à chaque fois quand on change, OK. par exemple, il y a des élections. Après des élections, certains terrains, il redevient intéressant parce que la ville change de stratégie. Mmh. Super intéressant. OK. OK, je comprends. Et juste, je vais revenir sur un point. Tu parlais de l'emprunt. Tu arrives à avoir des emprunts pour tes investisseurs étrangers? Oui, oui. Ou D'ailleurs, c'est en France? oui en France. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que les banques préfèrent en fait donner des crédits plutôt que juste d'ouvrir des comptes. Donc ça, c'est quelque chose que, au final, on a Mmh. dû apprendre un petit peu de façon difficile, mais effectivement, c'est compliqué d'avoir un compte en France quand on est étranger. Je parle uniquement dans le monde du bâtiment, d'accord, vraiment des sociétés qui sont liées au Mmh. bâtiment.
donc la promotion, l'investissement, les travaux. Mais déjà, il faut avoir un dossier très très solide. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on intègre les investisseurs étrangers dans une SSCV, par exemple, où il y a aussi des actionnaires français. Donc du coup, quelqu'un localement qui va du coup gérer aussi le projet, ça facilite un petit peu les choses. Et ce qui est bien, c'est de commencer par exemple, une SARL tout simplement locale, une SARL locale qui va du coup participer également à les CCV ou les CI. De telle façon, au final, il a déjà une historique bancaire, elle a déjà vraiment, elle a quelque chose d'établi. Ah, une SARL Oui, existante alors, voilà, c'est donc je ça? pense qu'il faut Qui d'abord, s'associerait? voilà, créer une société qui va perdurer dans le temps, qui va avoir une historique, qui va avoir des crédits, vraiment une historique bancaire positive. Cette société elle pourra intégrer du coup des sociétés plus éphémères qui font du coup intégrer des investisseurs étrangers. Et là, on a une opération qui finalement est viable. Ça fonctionne, c'est pas si compliqué que ça. Ok. Et de toute façon, il faut savoir que toute entreprise a son droit d'avoir un compte. Si on a galère, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est avoir un refus officiel de n'importe quelle banque. Après, il faut aller voir la Banque de France, lui présenter ce refus-là, et elle, normalement, elle va désigner une banque qui sera obligée d'ouvrir un compte dans un délai de 48 heures. Donc ça, pour ceux qui galèrent, il Ok. faut savoir, il faut tout simplement avoir un refus officiel d'une banque, n'importe laquelle, pour l'ouverture du compte et après voir Banque de France. Donc, il y a des D'accord. moyens. Et les emprunts, les banques, elles demandent je suppose, des fonds propres pour un projet. Oui, C'est de quel ordre à peu près? oui, donc bien sûr qu'il va y avoir des fonds propres entre 10 et 30% en fonction du coût de l'histoire que l'entreprise elle a avec la banque, avec le renommé qu'elle peut en avoir. Donc plus on est une jeune entreprise, plus ça va être finalement compliqué et on va nous demander de plus en plus d'apports. Mais ce n'est pas impossible. En plus, si le projet tient la route, souvent, du coup, moi, je crée un dossier graphique qui accompagne le dossier administratif de mes clients. Donc, le projet, il est vraiment décrit. Si le projet tient la route, on présente un bilan ensemble. On peut aussi, même moi, je peux aller voir le banquier sur le rendez-vous. Ça rassure. L'idée, c'est ça, en fait, de rassurer, de montrer que le projet, il est viable. Si le projet tient la route, si la personne, elle est sérieuse en face, il n'y a pas de raison pour que la banque, elle refuse. Au final, ce qui l'intéresse, c'est que le projet, il est intéressant et que au niveau du bilan, ça tourne. Une fois que ça tourne, du coup, elle est Hmm. contente, peu importe qu'au final, la personne a moins d'expérience ou plus, puisque cette personne-là, elle est accompagnée par des professionnels, par un architecte, par un ingénieur, par un expert en comptable, par un avocat. Donc souvent, il faut présenter un petit peu toute cette équipe qui travaille ensemble avec toute, oui. Écosystème. Ouais. Donc, voilà. Ok. Et du coup, sur on va dire le déroulement du projet, donc là, tu as parlé de quand tu trouves le terrain, tu fais les calculs, tu fais les devis, les déclarations. Après, une fois qu'on a acheté le terrain, tout est bon. Pendant les travaux, tu fais le suivi ou vous embauchez un maître d'œuvre ou comment ça se passe? Oui, notre société fait le suivi de chantier. On préfère d'ailleurs parce qu'au final, il y a énormément de choses qui sont gérées au moment de la construction, tout ce qu'on peut appeler surprise. Ça, pour moi, ça devrait être géré par le concepteur du projet, puisque c'est comme ça qu'on garde l'unité et l'authenticité de son projet. Mais effectivement, nous, on gère une fois qu'on a les autorisations. Il n'y a pas que ça, hein, il y a des périodes où il faut attendre, il y a des délais par rapport aux recours des tiers, par rapport éventuellement la préfecture, elle peut aussi annuler le permis ou à la déclaration préalable dans une période de 3 mois. Il y a pas mal d'astuces et pas mal d'administratifs à faire une fois qu'on a nos autorisations. Donc oui, on est un soutien de nos clients tout au long d'un projet. Après, c'est à lui de voir s'il veut nous missionner pour une mission complète ou ça serait plutôt une mission euh, petite mission juste de conception, jusque par exemple le dossier administratif. J'ai tous les cas, mais à chaque fois, je recommande la mission complète où l'architecte il peut suivre son chantier, il peut gérer les entreprises, il peut les sélectionner,
vraiment être responsable de son projet, être décisionnaire par rapport aux modifications, aux changements si éventuellement il y en a. Éventuellement, s'il y a des problèmes ou des surprises sur place, il peut tout de suite intervenir. Donc, c'est aussi un moyen de faciliter un petit peu les choses. Et surtout, quand on n'a pas beaucoup d'expérience au niveau du chantier ou la relation qu'on peut avoir avec des entreprises, c'est pour moi, c'est absolument nécessaire pour ceux qui vont investir, ne serait-ce que pour des travaux d'intérieur. C'est le prix au final qu'un architecte peut faire gagner à son client à travers des différentes économies, juste pour ne pas se faire avoir pour des petites choses, ça, au final, il justifie à 1000% ses honoraires. Donc ça, c'est pour moi, c'est très D'accord. important. Et justement, tu pourrais nous parler des honoraires à partir de quel montant de travaux, bah, déjà nous les chiffrer, et puis à partir de quel montant de travaux, justement, tu conseillerais de faire appel à un architecte. Donc, admettons, est-ce que si j'achète par exemple un appartement assez grand, que je veux tout refaire dedans, ça, déjà à ce moment-là, ce serait important, tu penses? Alors, ça dépend vraiment des architectes, des projets, des types de missions. Effectivement, il n'y a pas de, c'est pas un menu avec des prix, donc ça, je peux pas te. Ouais, non, forcément. Oui, donc, mais je vais quand même essayer de répondre à ta question. Il y a plusieurs façons de chiffrer un projet autant qu'architecte, je parle par rapport à ma mission. Je travaille pas forcément au pourcentage, ce qui est la plupart des architectes, je pense. La seule fois quand je travaille au pourcentage, c'est vraiment avec des promoteurs. Et là, on parle, par exemple, pour un projet d'autour de 5 millions, je vais être à 4%, par exemple, pour une mission jusqu'à obtention du permis. Donc, tu peux imaginer un peu près passer des Ok. gens d'honoraires. Quand on parle des plus petites missions, donc, allez, en dessous des 3 millions, de montant de travaux, je parle, en dessous des 3 millions, je travaille sous la forme de forfait au temps passé. Donc, moi, le pourcentage, je trouve que ça provoque un conflit d'intérêt. Moi, mon intérêt, c'est que mon client, il a la meilleure qualité pour un prix très intéressant. Donc, c'est moi qui négocie les entreprises, c'est moi qui trouve des matériaux à prix très compétitif avec une qualité maximale. Donc, si moi, je négocie le montant finalement des travaux, comment, enfin, je trouve pas pourquoi mes honoraires Ouais, doivent baisser. c'est pas. Oui, donc c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est vraiment un conflit d'intérêt à être au pourcentage. Parce que Hmm. mon Non, c'est travail, c'est intéressant. au final de baisser les coûts. Et je trouve que Hmm. plus je fais bien mon travail, au contraire, mieux je dois être payée et pas forcément à baisser un peu C'est mes ça. honoraires. C'est pour ça que je vais être plutôt au temps passé, pour l'agence aujourd'hui, je facture 800 euros la journée. Bien sûr que pour un projet à long terme, je vais pas être à ces prix-là, je vais plutôt voir des choses dans la globalité. Et l'avantage de ça, c'est que quand moi, je fais une proposition de mission, il y a un prix fixe qui est affiché, qui est pas forcément dépendant et qui va pas forcément monter ou descendre en fonction du montant des travaux. Donc, l'investisseur en face, il peut tout de suite intégrer ce montant-là dans son bilan et voir déjà si ça lui convient. Bien sûr, je suis flexible. Pour les personnes avec qui j'ai une relation à long terme, je m'adapte. Quand je sais qu'il y a plus de risques que le projet n'aille pas jusqu'au bout, je modifie par exemple les paiements. Je sais que, OK, jusqu'à un certain moment, et là où je sais que je veux absolument être remboursée par rapport à mon travail, je vais donner un certain chiffre et après je peux dire pour la suite, on verra, je pourrai m'adapter. Si le projet passe, dans ce cas-là, on revoit en fonction par exemple du crédit. Voilà, je saurai, plus j'ai confiance en mon client, plus je saurai m'adapter. Plus la relation elle est à long Ok. terme aussi, je peux me permettre d'offrir certaines prestations aussi parce que je suis consciente que déjà l'investisseur prend énormément de risques avec chaque projet. Donc j'essaie de jouer le jeu tant que je peux aussi de moi de mon côté. De toute façon, quand c'est une relation à long terme, voilà, une fois, moi, je vais travailler peut-être un peu plus. D'autres fois, quand il a des moyens, bah, je vais récupérer sur un autre projet. Voilà, on essaye que ce soit donnant-donnant. C'est vraiment, comme je te dis, pour moi, c'est une relation avec les clients. C'est pas juste une prestation one shot ou quelque chose que du coup derrière, j'oublie. Ok. Ok, super intéressant. C'est vrai que c'est ce que tu dis sur
le pourcentage des travaux, il y a pas mal de syndics de copropriété qui font ça aussi et on a quand même on est en droit de se demander est-ce que les travaux qui font voter, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ils vont tout faire pour faire baisser un peu le prix de la facture en sachant qu'ils sont payés au pourcentage des travaux? Donc, super intéressant ouais, de faire une sorte Mmh. de forfait ou de justement au temps passé. Ok. Mmh. Et, ok. Et du coup, je voulais revenir un peu avec toi sur ce qu'il est possible de faire justement sur l'existant. Euh, donc, tu m'as dit que tu faisais des surélévations. Tu fais aussi des extensions, des divisions, des choses comme ça, Oui, tout à fait. si je me trompe pas. Non, non, C'est c'est ça. tout à fait. Et du coup, je voulais voir un peu avec toi une question que je me pose souvent, c'est un peu, alors si on peut commencer peut-être par la division, parce que je pense que c'est le truc qui est quand même un peu assez courant. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour justement voir si une division c'est faisable? Je sais qu'il y a par exemple les circuits électriques. Alors bon, ça, je pense ça peut être modifié. Mais il y a les évacuations, les choses comme ça. Qu'est-ce qui est important de voir quand on achète, si on a pour objectif de diviser Oui, les... c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le côté technique du bâtiment existant. Donc, comme tu dis, des réseaux électriques, des tuyaux, des égouts, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et là, il faut savoir que rien n'est impossible. Donc, là, c'est qu'une question de budget, de ce qu'on peut faire. Par contre, il y a aussi des paramètres Ok, plutôt administratifs. Parfois, dans certains PLU, le nombre d'appartements, par exemple, va définir plusieurs choses, comme, imaginons, les places de stationnement, les locaux communs comme poubelles, vélos, les halls d'entrée, le type de circulation, est-ce que c'est un ascenseur, est-ce que c'est un escalier, quelles sont les normes qui s'y appliquent. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Il se peut parfois qu'une simple division, donc on a, imaginons, 5 appartements, on veut faire un sixième, mais on n'a pas assez de place de stationnement ni assez de place pour en faire une nouvelle. C'est-à-dire que le projet il est quasiment impossible finalement, puisque si on ne peut pas faire la place, le dossier sera forcément refusé par la mairie. Mais il y a des astuces, certaines mairies elles proposent la possibilité d'acheter ça c'est une location à long terme, des places publiques à proximité, ou bien ok, s'il y a des places de stationnement dans un parking à côté, on peut aussi en acheter, dans un périmètre de 300 mètres ou 500 mètres. Donc il y a parfois des solutions, mais il faut être conscient que ça peut être des frais supplémentaires ou parfois une contrainte que finalement va nous empêcher à faire ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment pour moi la première chose qu'il faut vérifier sur un projet, même avant de visiter. Je trouve que les informations peuvent se trouver dans le PLU, donc soit c'est l'architecte partenaire qui peut vérifier ça pour l'investisseur, soit l'investisseur lui-même, il s'apprend à lire un PLU et il vérifie un petit peu tous ces paramètres avant de visiter le bien. Sinon, c'est une perte de temps. Il faut savoir qu'il faut, dans ce métier, apprendre à ne pas perdre son temps et comment trier du coup les informations. Ça, c'est le premier point qui est pour moi très intéressant et important. Et puis, il y a le côté technique, comme tu dis, effectivement, il faut savoir étudier, évaluer l'existant, où sont les gaines, quel est l'état de ces gaines-là, quel est l'état de l'électricité, est-ce qu'il y a un moyen de diviser, est-ce qu'il y a un moyen du coup de séparer. Là, clairement, j'en ai jamais vu un projet impossible. Il y a toujours des moyens de faire. Mais encore une fois, ça va être une question de budget. Donc parfois, quand c'est vraiment très compliqué, il va falloir pas forcément compter, je sais pas, 1400 du mètre carré, mais il faut compter 1006 du mètre carré. Donc peut-être que 1006, en fait, le projet tourne moins bien. C'est peut-être moins intéressant. Donc, ok, il faut, si on peut faire autrement, il faut étudier toutes les stratégies. La division à l'eau, elle est peut-être moins intéressante dans ce cas-là, mais lever un peu le standing des logements avec une simple rénovation, peut-être, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Ou justement, en faire moins, ça peut être aussi intéressant, faisant des duplex ou des biens un peu d'exception. Effectivement, ça marche pas partout, mais ça peut être tout autant intéressant qu'une division. Et il y avait un dernier point ok. que je voulais te dire, mais
j'ai perdu le fil, je vais peut-être y revenir. Du coup, j'ai juste encore une question dont j'ai pas la réponse. Pour les fenêtres, c'est toujours possible d'en rajouter Oui, sur des tout à façades? fait. Quand tu fais une division, ça, c'est toujours possible? Oui, fenêtre, aucun problème, c'est juste que c'est une déclaration préalable ou bien un permis de construire. Et donc, c'est un dossier qui prend du temps. Il faut savoir que ça prend du temps, entre minimum 2 mois, allez, 2 mois pour une déclaration préalable et 3 mois pour un permis de construire d'autorisation. Après, il y a les recours des tiers qui est de 2 mois et 15 jours. Il y a aussi le préfet qui peut annuler le permis de 3 mois. Donc, il y a des délais qui Ouais, faut prendre en compte. qui s'allonge, Voilà. Et c'est fortement. ça que je voulais te dire Et pendant tout ce à temps, tu l'heure. as Il y a, l'emprunt pour qui chaque division, il y a aussi l'EDF qui va devoir diviser le compteur. Et entre la demande de l'EDF pour la division des compteurs et l'actuelle division, ça peut prendre un minimum, allez, une moyenne 6 mois. Donc ça aussi, c'est un facteur qu'il faut mmh, prendre en compte. Si on a envie de faire un projet rapide et que dans 3 mois, ça y est, on a loué tous nos appartements et en plus on a deux de plus, non, ça se passe pas comme ça. Ça serait forcément beaucoup plus long. Et d'où la notion du temps. La temporalité, c'est ouais, une forcément. question tout autant importante que l'investissement en soi. OK. Et du coup, si tu pouvais nous parler également des surélévations, parce que ça, c'est un sujet, que je connais pas du tout. Hem, c'est, alors je sais juste qu'il y a des gens, ils essayent de repérer, ça s'appelle une dent de quelque enfin, Les dents creuses, dent de chien, je sais plus, non, les dents creuses. Les comment? dents creuses. Les dents creuses, voilà. Ouais. Donc ça, c'est quand il y a 2 bâtiments plus hauts et puis celui qu'on veut acheter, il est plus bas. En Effectivement. gros, ça fait une sorte de comme un peu les châteaux forts là, de créneaux. C'est ça, tout à fait. OK. Comment tu fais justement pour repérer déjà les c'est aussi sur base du PLU que tu vas essayer de chercher des biens où tu peux faire une surélévation En fait, c'est très simple. ou comment C'est très simple. ça? Au premier regard, c'est simple. C'est-à-dire, comme tu dis, des dents creuses, donc c'est des parcelles où effectivement l'immeuble qui est déjà construit, où il y a peut-être même pas d'immeuble, se retrouve à un niveau plus bas, voire deux, voire trois, voire cinq niveaux plus bas que les deux bâtiments qui sont à côté. Ça, c'est surtout des villes denses où on a une fronde bâtie, donc on a une façade continue, et c'est là où on peut parler des dents creuses, comme à Paris, comme vraiment des villes qui sont un peu plus grandes. Là, il y a pas longtemps, donc la loi Allure nous a permis, du coup, même si ça dépasse l'autorisation actuelle du PLU, on peut remplir cette dent creuse, on peut s'aligner au bâtiment à côté. Donc ça, c'est très intéressant. Comme ça, sur papier, ça a l'air superbe, mais là, il y a le côté technique qui rentre en jeu, qu'il faut savoir que pas tout bâtiment est possible d'être surélevé par rapport à ses fondations existantes, par rapport à l'année où il a été construit, par rapport à Architecte Bâtiment de France. Il faut pas oublier que presque entièrement, du coup, le territoire de la France est soumis à la décision des Architectes Bâtiment de France. Et il y a énormément de bâtiments des monuments, de façades, de balcons, de petits ornements, des monts des natures sur des bâtiments qui est protégé. Donc on peut pas forcément faire tout ce qu'on veut, mais on peut essayer déjà effectivement de surveiller avec un ou deux niveaux certains bâtiments. Comment on peut les reconnaître? Effectivement, oui, la dent creuse, la fameuse dent creuse qu'on peut remplir, et tout simplement voir qu'un bâtiment, il est beaucoup plus bas que tout ce qui l'entoure. Donc là, on peut se dire, ici, on peut peut-être faire quelque chose. C'est des projets qui sont vraiment longs parce que déjà, il faut rentrer en contact avec la copropriété. Il faut proposer ce projet-là. Donc, il s'agit de racheter des combles qui sont normalement, s'ils sont non habités, ils font partie comme c'est des espaces communs en fait. Donc, du coup, chacun a une petite part dans les combles, c'est-à-dire qu'il faut racheter les combles. Bien sûr, le prix n'est pas le même que acheter un appartement, c'est beaucoup plus bas. Et après, derrière, qu'ils soient d'accord pour faire le projet de surélévation. Souvent, on va proposer une petite compense en plus, par exemple, faire la rénovation complète des façades. Là, en plus, avec les lois environnementaux qui vont sortir dans pas longtemps, ça peut être un plus très intéressant pour les habitants, un retour d'impôts. Vraiment, il y a des choses qu'on peut trouver comme des atouts pour faire ce projet, ou rénover des parties communes, des escaliers, faire un ascenseur. Enfin voilà, on peut proposer des choses pour faire le projet, avec le but de faire le projet.
Et après, bien sûr, il faut que la mairie aussi, en vigueur, soit d'accord et que ça correspond aussi au PLU, au plan local d'urbanisme de la ville en question. Mais les dents creuses, ça reste très, très intéressant, effectivement. Et d'autant plus si vous êtes propriétaire, par exemple, déjà des combles ou au moins d'un appartement qui se retrouve dans le bâtiment, parce que vous avez déjà la communication et la connaissance du syndic, de les copropriétaires. Enfin voilà, il y a déjà une certaine confiance qui s'installe, qui est déjà installée. Donc c'est un peu plus simple. Mais OK. Et ça, c'est aussi des projets super longs, je suppose, par c'est contre, le long, temps oui, d'avoir c'est toutes long. les Oui, autorisations. là, je peux dire que c'est long, mais Ouais. c'est intéressant. Il y a, c'est généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des investisseurs qui sont spécialisés là-dedans. En fait, souvent, avec l'expérience, il y a certains qui vont faire que de la construction, d'autres qui vont faire que de la rénovation à l'intérieur, d'autres qui vont plutôt partir sur des extensions, sur élévation de l'existant. Donc voilà, on va avoir des thématiques qui ressortent toujours chez les mêmes investisseurs et ça va créer son univers parce que une fois qu'on commence à connaître le territoire, c'est plus simple aussi ce qu'on vient de dire, le bilan, etc. Un bilan de surélévation n'est pas le même qu'un bilan de construction. Donc forcément, une fois qu'on commence à connaître notre sujet, on va plutôt partir vers les mêmes projets à chaque fois. OK. Ah super, super intéressant. Et la dernière partie que je voulais voir avec toi, c'était par rapport à, plus vraiment l'architecture d'intérieur, les possibilités justement de valorisation d'un bien, de peut-être ouais, alors, on pourrait parler de plein de choses. Comment vous avez du coup, vous êtes parfois missionné juste pour des missions d'architecture d'intérieur? Oui. Ça ou c'est, en général vraiment tout le package? Non, non, ça peut être que de l'intérieur, bien sûr. Alors, il y a différentes phases. Quand il s'agit vraiment de pour un projet avec un but, la revente ou bien la location, on peut faire uniquement une sorte de projet home staging où on va juste pas forcément faire un projet réel, on va pas faire des travaux, mais on va faire un plan et des visuels 3D qui vont montrer le potentiel du bien. Et de telle façon, l'investisseur, il aura beaucoup plus la possibilité de le vendre rapidement. L'acheteur, il va pouvoir se projeter tout de suite dans le potentiel du bien. Et au final, ça va coûter presque rien à celui qui revend l'appartement. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très, très souvent. Ah, en fait, vous faites juste la 3D et lui, il vend avec la C'est ça. 3D, sans faire Sans les faire de travaux, c'est travaux, ça? oui, parce qu'au final, OK. la 3D va pas forcément répondre tout à fait aux besoins de l'acheteur, mais ça va lui montrer le potentiel du bien, est-ce qu'on peut en faire, la luminosité qu'il peut avoir, vraiment, ça peut même créer un coup de cœur. Après, l'acheteur, il peut dire même, moi, je veux ce projet-là. Du coup, tant mieux. Mais Mmh. je veux dire, c'est un moyen aussi de rapidement revendre quelque chose qui n'est pas forcément à l'état parfait à ce moment exact. Après, pour mettre en valeur un bien, alors il y a plusieurs, bien sûr qu'il y a plusieurs stades de travaux qu'on peut faire. Donc soit ça peut être quelque chose de vraiment superficiel avec juste un rafraîchissement de la peinture et puis une décoration un peu plus neutre, un peu plus passe-partout avec que des accents qui peuvent créer du coup de cœur, un peu ce qui fait ce qu'on voit dans les émissions télé, hein, c'est la même chose, on peut en faire Mmh. sans souci, c'est tout simplement on sait un peu ce qui plaît, on sait les tendances, on essaye de recréer un petit peu ce qu'on voit partout, et là, ça passe tout de suite. Après, on peut aussi décider de remettre vraiment comme si c'était du neuf. Donc là, on va plutôt partir sur une coque vraiment très propre, très sobre, très fonctionnelle, sans forcément chercher le côté déco ou un élément particulier. Ça, c'est une offre du coup pour le l'acheteur qui veut absolument personnaliser derrière son bien. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut chercher, la façon dont on veut vendre et surtout le temps qu'on a pour le vendre. C'est pour ça que le home staging, c'est quelque chose qui est devenu très à la mode à ce moment. On le fait très souvent et ça marche vraiment très, très, très bien. Mais on peut le voir même dans euh, des agences immobilières. Aujourd'hui, ils utilisent le home staging pour revendre des appartements qu'ils ont dans leur portefeuille.
C'est ça, et parfois c'est tellement bien fait, tu crois que c'est l'appartement. Tu vois l'annonce, tu dis punaise, à ce prix-là, mais c'est trop bien, il est trop bien C'est ça. l'appartement. Et après, tu vois, c'est écrit en tout petit projet Eh 3D. oui, oui, même moi, je me Euh, suis fait ouais. avoir, je cherche un appart, je vais visiter un qui était super sur les photos. Mais attendez, c'est pas Et comme en sur les fait, photos. oui, je me suis dit, mais ah oui, mais on a oublié de mentionner que ça n'a pas été refait depuis 15 ans. Ah oui, ben oui, ça se voit. Non, il faut être honnête. Ouais, Par ça contre, aurait été utile. si c'est ça, il faut être honnête et ne pas perdre le temps des autres. Comme nous, on n'aime pas travailler pour Mm. rien. C'est pareil. Faut pas forcément perdre le temps des autres et mentionner bien que ceci est un projet qui peut être réalisé. Bien sûr, il part sur une base réelle. Il peut être fait. Donc, quand on fait du homestaging, on fait pas n'importe quoi. On fait un vrai projet. On fait des images, donc ça peut être réalisé. C'est complètement faisable, fonctionnel, c'est très bien. C'est juste qu'il n'est pas réalisé encore. Mais il faut vraiment être clair avec tout le monde que ceci est un projet qui n'est pas encore réalisé pour ne pas perdre le temps de ceux qui cherchent pas ça. Ok. Et combien de temps ça te prend admettons, j'ai un appartement à Paris de 60 mètres carrés où il faut tout refaire. Combien de temps ça te prend de faire ces 3D? Ça représente quelle charge de travail? 3D plus plan, parce que de toute façon, pour faire la 3D, il faut déjà faire un autre Hmm. projet. Ça dépend si c'est pour vraiment dessiner à la revente et toi, t'as pas d'exigence très particulière, on va pas travailler le plan pendant un mois aller-retour. Il faut Hmm. compter 2 semaines, 2 semaines, quelque chose comme ça, pour avoir un plan et quelques visuels. Mm. Et toi, tu travailles 2 semaines full là-dessus? Ça dépend parce qu'il y a des Ou c'est... allers-retours. Moi, je vais présenter un plan, un premier plan, je vais te présenter, tu vas me dire oui, ça me Ok, plaît. En fait, un projet, c'est jamais que moi qui le fais, on le fait ensemble. Donc, c'est l'architecte et son client font le ouais. projet. Il faut que ça soit vraiment très clair pour tout le monde. L'architecte ne fait pas ce qui lui plaît à lui, son style ou autre chose. Non, il réalise des rêves de son client. On prend toutes les contraintes, plus Ok. toutes les envies, et là, on fait un projet. Et le projet, c'est le projet de nos clients et on essaye de sublimer en fait ses attentes, ses besoins, ses envies avec le, le budget qu'il a et les contraintes techniques. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de semaines parce qu'il y a des allers-retours. Nous on peut le faire si par exemple toi tu me dis je m'en fiche, fais ce que tu veux, t'as une carte blanche autant que ça fasse un joli visuel. Même en une semaine je peux le sortir, mais l'idée c'est qu'on échange. C'est aussi quelque chose que toi, par Hmm. exemple, tu vas vendre, donc tu vas présenter quelque chose, il faut que ça te plaise, il faut que ça te représente toi aussi. Ok. Super, super, super intéressant. Franchement, merci beaucoup pour toutes les infos que tu donnes. Et du coup, pour finir l'interview, je pose toujours, alors avant c'était 2 questions, maintenant c'est 3 questions. Mhm. Donc la première, c'est est-ce que tu as un livre ou une ressource qui t'a inspiré ou qui t'inspire au quotidien ou quelque chose que tu voudrais partager avec les auditeurs? Oui, alors pour le coup, ça va être un livre d'architecture pour ceux qui s'intéressent, mais ça Ok, représente un peu la relation qu'un architecte et son client peuvent avoir. Donc c'est L'architecture est un sport de combat de Rudy Ricciotti que j'admire énormément et qui m'inspire tous les jours à travers son architecture, mais aussi à travers ses livres. Donc n'importe quel livre de lui très motivant et intéressant. En plus, il a un langage un peu critique, un peu très très honnête, un peu ce qu'on peut ne pas forcément s'attendre d'un architecte. Et voilà, c'est un livre que je recommande rien que pour le plaisir de lire quelque chose de différent. ok, super, super. Donc je le mettrai en note de l'épisode en description. Super. Ok. Eh ben, bah, en plus, c'est bien, ça change parce que sinon, les investisseurs, souvent, on a tous un peu les mêmes livres et Oui, c'est plutôt là, que ça fera une ressource oui, nouvelle. super. Et après, là, la question que j'ai posée la semaine dernière et que je vais essayer de poser à tout le monde, c'est si aujourd'hui je te donnais 100 000 euros, donc 100 000, j'ai choisi parce que c'est ni trop peu, ni énormément, quoi. Donc, je trouve que c'est un bon montant. Qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là tout de suite? Ouais, j'investirai, ça c'est sûr. Donc soit je ferai quelque chose toute seule si j'ai tout de suite un bien ou un terrain qui m'intéresse, donc je ferai une opération directe. Soit je chercherai des partenaires avec qui faire une plus grosse opération. Ok, Euh, ouais, super intéressant. Ça va être toujours un terme d'investissement immobilier.
Ok. Et ça, je t'ai pas demandé, toi, tu fais des projets pour toi-même? On commence, oui, on commence. En fait, c'est mon associé Ouais. qui se lance dans la promotion immobilière et donc avec lui, on avance dans ce sens-là, oui. Mais plutôt dans la construction. Donc, on se lance tout de suite dans les un peu plus gros projets. C'est pas forcément avec des appartes, mais c'est pas exclu. C'est juste que ça prend beaucoup de temps, hein, c'est sûr. Ça prend énormément de temps. Mais bah, déjà, ça prend du temps et puis tu as quand même un métier qui est super prenant et puis vous vous développez et tout. Donc, C'est ça. ok. Dernière question, est-ce que tu as une citation que tu voudrais partager aux gens Oui, alors j'en ai beaucoup, j'adore les citations, de c'est, visiter? c'est, c'est ce qui me motive tous les jours, mais j'en ai une qui vraiment, à chaque fois, je la trouve très motivante, c'est quiconque vit selon ses moyens manque d'imagination. Donc ça, Oh, super, super, super c'est intéressant. quelque chose qui me motive Ouais, toujours, c'est Lionel Stander qui l'a dit, c'est un ouais. acteur américain, et voilà, je trouve ça très... Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est ouais, super. Parce que c'est un peu la mode, tu sais, beaucoup de gens, ils sont minimalistes et tout ça. Et d'un côté, moi, j'ai un peu du mal à. Je comprends un peu l'idée, tu vois, de se débarrasser de tout, se contenter de ce qu'on a et tout. Mais d'un autre côté, la vie, c'est surtout. Voilà, on essaye on veut toujours plus, même si c'est pas forcément matériellement. On essaye toujours de tendre vers un objectif. Et puis après, une fois qu'on l'a réalisé, eh ben, on est content ça, c'est d'assez courte durée, quoi. Et du coup, enfin, Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis on quelqu'un de très essaye dynamique, forcément qui va toujours toujours à l'avant. Je suis super actif et ça qui motive. Me contenter, c'est très peu. En fait, je me contente de rien. Je cherche toujours plus. Et c'est ça aussi, peut-être, qui m'a amené aujourd'hui là. Et voilà. Hmm. Mais Ouais, bah, c'est il sûr. faut être sobre, il faut être modeste. Mais euh, Faut se contenter de ce qu'on a, mais il faut pas se reposer là-dessus. oui, c'est C'est un ça. peu C'est ça. Ok. Bah, écoute, Veneta, franchement, ça m'a fait super plaisir et c'était super, super intéressant parce que c'est vrai que c'est un domaine dans lequel tu exerces que je maîtrisais pas vraiment bien. Donc, je pense, à mon avis, je suis pas le seul, donc les auditeurs, ils apprécieront grandement. Donc, merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi pour Et puis, l'invitation. bah, je pense qu'un jour, je vais passer quand même là. J'ai rien à y faire, mais je vais un jour quand même passer en région parisienne, voir j'ai des auditeurs et puis j'ai des gens que j'ai déjà interviewés et tout. J'aimerais bien Avec plaisir, oui. un peu voir en visu. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, au revoir à tous et merci d'avoir écouté cet épisode. Et ça dure 1 heure tout pile, c'est pas beau. Allez, bye bye. On arrive au terme de cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire. Je vous rappelle que mon livre Comment négocier un bien immobilier est disponible sur Amazon ou en lien dans la description. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Ciao!